4 nouvelles victimes dans le massif du Mont Blanc aujourd'hui. Cela fait 12 morts et 33 blessés en moins d'une semaine dans les Alpes du Nord. Adoption d'une ordonnance sur le travail différencié, contrat à durée déterminée, temps partiel, travail intermittent. L'ordonnance serait prochainement signée par le président Mitterrand. Deuxième partie de l'enquête sur les femmes et le pouvoir. Après les Philippines de Cory Aquino, 2 femmes opposantes au régime du Bangladesh. Enquête de Martine Rojoubert et Bernard Puissesso. Nous sommes le mercredi 6 août 1986. Cela fait 502 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine. 441 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Sora. 151 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2. Et 91 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir. Dans 48 heures, nous serons à 4808 mètres d'altitude au sommet du Mont Blanc. Cette édition de 20 heures exceptionnelle sera aussi une prouesse technique. Et cela pour saluer le bicentenaire de la première ascension du Mont Blanc par Balma et Paccard le 8 août 1786. Mais 2 jours avant cette date anniversaire, le massif du Mont Blanc se révèle comme un piège meurtrier pour des alpinistes souvent peu aguerris. Ce matin, 4 d'entre eux ont trouvé la mort, dont 3 sur le versant italien. Au cours des 5 derniers jours, les gendarmes ont fait le bilan, 12 morts, 33 blessés, dont une dizaine grièvement. Plusieurs causes sont à l'origine de ces accidents répétés. Explication, Agnès Poirier. L'accident, imprévisible. Même pour des alpinistes chevronnés comme cette jeune fille, le genou coincé dans une fissure à 3300 mètres d'altitude. Le temps se gâte, la nuit approche. Il faut faire vite. Sa vie dépend entièrement des secouristes venus du ciel. Vraiment, je vous dis, c'est très émouvant quand il y a des hommes qui viennent là pour vous secourir. Ça paraît con de dire des choses comme ça, mais vraiment, c'est des gars extra parce que aller chercher des gens qui font les AVC sur les montagnes. Elle n'était que blessée. Depuis 5 jours, 12 personnes ont trouvé la mort dans le massif du Mont Blanc. La plupart connaissaient bien la montagne. Tous ont pourtant été balayés par de véritables coulées de pierre. Parce qu'il fait très chaud, la montagne est dangereuse. Les rochers, les monticules de glace se détachent et dévalent les pentes. Autre cause d'accident, l'inconscience de certains touristes. On part à l'aventure, à l'assaut des sommets sans aucune préparation. Équipé en promeneur du dimanche, la montagne est si jolie. Dans les jours qui viennent, la célébration du bicentenaire de la conquête du Mont Blanc risque fort d'attirer des cohortes d'imprudents. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils risquent. En direct de Chamonix, le capitaine Host, le responsable du peloton de gendarmerie de haute montagne. Mon capitaine, bonsoir. Que pouvez-vous dire, que pouvez-vous faire contre ces imprudences, ces séries d'accidents meurtriers? Eh bien bonsoir, ce que l'on peut faire, disons que c'est assez difficile à dire. La prévention en montagne est toujours assez dure. Dans un premier temps, ce que l'on peut dire, c'est que les gens ne prennent pas suffisamment la météorologie avant de partir et se lancent dans des courses souvent qui sont au-dessus de leurs moyens. Pour cela, je pense, et pour essayer de faire reculer le nombre d'accidents, il est important que les gens se renseignent absolument sur les conditions des courses avant de partir. C'est très important. À l'heure actuelle, par exemple, il y a énormément de chutes de pierres, de chutes de sérac. Bon, il ne faut pas s'engager dans des courses en glace, en neige ou des courses mixtes. Enfin, la deuxième chose, quand les personnes veulent s'engager dans des courses qui sont légèrement au-dessus de leur niveau, il ne faut pas qu'elles hésitent à prendre des guides de haute montagne pour les encadrer. C'est quand même un gage de sérieux, un gage de sécurité. Nous avons très peu d'accidents avec des professionnels. Estimez-vous nécessaire d'opérer certains contrôles, notamment sur le matériel, sur l'équipement de ces alpinistes de fortune? Eh bien écoutez, la loi ne prévoit pas ce genre de contrôle en montagne. Les gens viennent passer des vacances, faire du sport en montagne, et la loi ne prévoit rien en ce domaine. Ce que je peux dire, c'est qu'on assiste de moins en moins au type, si vous voulez, d'alpinistes en basket sur la mer de glace. Et de plus en plus, on va chercher quand même des alpinistes de haut niveau dans des grandes voies. Donc au niveau du matériel, on va quand même vers un mieux. Estimez-vous suffisants vos moyens de contrôle et de prévention? Oui, absolument. Le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix dispose de 40 personnels, tous guides de haute montagne ou aspirants guides, et de 2 hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile. Et nous faisons face absolument à toutes les interventions. Par exemple, entre midi et 2 heures aujourd'hui, nous avons eu 6 interventions et toutes ont été réglées dans des temps très courts.
C'est une série meurtrière inévitable quand il y a autant de vacanciers. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas noircir le tableau. C'est également dû, comme vous le dites, à la surfréquentation du massif. Déjà, nous sommes en pleine période de vacances pour la montagne ou pour la mer. Également, le bicentenaire de Chamonix attire beaucoup de monde. Donc nous sommes dans une période effectivement forte du point de vue accident. Merci, capitaine Benoît, d'avoir été notre invité. Au Conseil des ministres, une ordonnance sur le travail différencié a été adoptée ce matin. Le travail différencié, cela signifie le travail temporaire, le travail intermittent, le temps partiel ou encore les contrats à durée déterminée. Pour le gouvernement, il s'agit de faciliter l'embauche. Le président de la République a considéré que ce texte ne soulevait pas d'objection a priori de sa part. Selon le porte-parole Alain Juppé, cette ordonnance serait donc signée rapidement par le chef de l'État. En voici le détail avec Gérard Morin. Première mesure pour les salariés embauchés à plein temps. Les contrats à durée déterminée et les missions d'intérim seront facilitées. Les entreprises auront recours librement à ces contrats sans autorisation administrative. Et cela pendant une durée maximale qui passera de 1 an à 2 ans. Deuxième mesure pour les salariés à temps partiel. Les entreprises n'auront plus à les compter comme des salariés à plein temps, mais seulement au prorata de leur présence. C'est important pour les seuils sociaux et fiscaux. Pour les travailleurs saisonniers, création du contrat de travail intermittent. C'est un contrat à durée indéterminée qui leur donnera des garanties de retrouver leur activité, par exemple chaque année dans la même entreprise pour la récolte des cerises. Enfin, pour les salariés âgés, davantage de possibilités de retraite à mi-temps. Un travail à mi-temps avec une retraite partielle, ce sera possible dans toutes les entreprises, même si elles réduisent leur personnel. Pour les employeurs, ces mesures donnent de la souplesse dans la gestion du personnel. Pour les salariés, cela peut faire davantage d'emplois, mais de courte durée. Le Conseil national du patronat français, le CNPF, estime que cet assouplissement des règles relatives au travail différencié apporte une contribution positive en faveur de l'emploi. La CGT condamne sans réserve et en revanche Paul Markelly, président de la Confédération générale des cadres, parle de bricolage à propos de cette ordonnance. Ces forces ouvrières considèrent que ces mesures aboutiront inévitablement à une aggravation regrettable de la situation déjà précaire des emplois. Exemple de l'application avant la lettre de ce travail différencié avec le reportage de Jean-Pierre Métivet et Jean-Louis Bousser à Pithiviers, à l'usine de biscuiterie Gringoire-Brossard. L'une travaille de façon permanente, l'autre pas. Et on le devine, c'est bien sûr la plus jeune qui est sous contrat à durée déterminée. Votre contrat dure combien de temps? 2 mois. Et qu'est-ce que vous allez faire après? Je vais être au chômage. Et vous avez souvent des contrats à durée déterminée? C'est la 3e année que j'en ai un. Ici, dans cette entreprise? Oui. Et quelle formation vous avez? Un CAP sténodactylo. Âge moyen 20 ans, formation coiffeuse, employée de bureau. Sur les 90 personnes qui font tourner cette usine au mois d'août, elles sont 40 sous contrat à durée déterminée. L'entreprise a recours à cette formule depuis 5 ans. Les avantages, c'est de faire face à des pointes d'activité, de nous permettre de travailler pendant les vacances parce que l'usine doit tourner, et enfin de nous permettre d'avoir un volant de personnel que nous pourrions embaucher et qui est déjà formé, que nous pouvons embaucher dans le cas où l'activité deviendrait, le surcroît d'activité deviendrait permanent, ce que nous espérons. Un personnel sur liste d'attente. Certaines font du zèle, d'autres ne croient même plus à des embauches définitives. Vous trouvez d'autres emplois ailleurs? Ailleurs, mais la même chose, des contrats à durée déterminée aussi. Parce que les emplois qu'on propose actuellement, c'est des contrats à durée déterminée? Oui. Dans toute la région? Oui. Il y a très peu d'emplois définitifs? Pratiquement pas, ou alors vraiment quelqu'un de qualifié. Quand on a 1 an au chômage, quand on trouve du travail quand même si c'est pour 2 mois, c'est quand même vraiment intéressant. Aujourd'hui, les emplois se découpent en tranches. Cela s'appelle travail précaire. Les contrats temporaires sont de plus en plus fréquents dans les offres d'emploi et près d'1 chômeur sur 3 qui s'inscrit aujourd'hui à la NPE le fait à l'issue d'un emploi temporaire. La direction de la Régie Renault a décidé d'engager une procédure de sanction contre 12 militants de la CGT. Il aurait reproché des fautes lourdes à la suite des incidents du 30 juillet dernier aux abords de l'usine de Billancourt.
Jacques Doufiag, le ministre des Transports, veut discuter du statut du cheminot. Il estime que les raisons techniques qui légitimaient certains avantages ont disparu. C'est dans un entretien publié par le journal Le Monde. Le ministre veut réfléchir aussi bien à l'avenir des filiales de la SNCF qu'à l'évolution du régime de travail de ses agents. Très vive réaction dès ce soir des syndicats de cheminots. La CFDT parle de contre-vérité et de provocation. La CGT trouve les propos de M. Doufiag sous couvert de libéralisme scandaleux. Nous n'engagerons pas le dialogue, dit la CGT. Une réunion de l'ensemble des fédérations syndicales de la SNCF serait envisagée en réaction. Le gouvernement ayant engagé sa responsabilité sur le projet concernant l'audiovisuel, le Parti socialiste a déposé une motion de censure. Cette motion sera examinée vendredi. Le débat sur la loi audiovisuelle s'est achevé hier soir par l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution qui coupe court à toute discussion. Ce 49.3 à répétition est dénoncé par l'opposition et par le Front National. On court-circuite le travail parlementaire, disent-ils. Le Premier ministre estime nécessaire ce 49.3 car les socialistes font de l'obstruction, selon lui, sans précédent. Usage normal ou abus, nous avons voulu, avec Rachid Arab, comparer les différentes utilisations de ce 49.3 depuis 10 ans, ainsi que le nombre des amendements déposés à chaque fois par l'opposition. La polémique autour du 49.3 est loin d'être nouvelle. Le recordman de ces 10 dernières années dans l'utilisation de cet article de la Constitution est Raymond Barre. Le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing a utilisé 8 fois ce joker sur une période de 5 ans. C'est Laurent Fabius qui a eu le moins souvent recours à cette carte maîtresse du 49.3. 4 fois en 2 ans, dont 3 fois pour une même loi, celle sur l'aménagement du temps de travail. Pierre Mauroy, qui est resté 3 ans à Matignon, a tiré son joker à 7 reprises, notamment pour la loi sur la presse, qui lui avait valu 2490 amendements de l'opposition d'alors. C'est Jacques Chirac qui s'est servi le plus souvent de cette carte sur une courte période. 5 49.3 en moins de 6 mois de gouvernement. La dernière fois, c'était hier, pour le vote de la loi Léotard, à l'occasion de laquelle l'opposition a déposé 917 amendements à l'Assemblée, 1600 au Sénat. C'est l'explosion du nombre des amendements qui a d'ailleurs été invoquée par Jacques Chirac, comme elle l'avait été par Pierre Mauroy, pour utiliser le 49.3 à répétition. Un article de la Constitution dont se sont servis tous les premiers ministres, voulant aller vite ou désirant ressouder leur majorité. Mais les députés n'aiment pas qu'on les bouscule, sauf peut-être en ce moment. Au début du mois d'août, les parlementaires pensent peut-être que sous le 49.3, il y a la plage. Les avocats des réfugiés basques espagnols expulsés de France vers l'Espagne comptent déposer un recours devant les tribunaux administratifs. Ils contestent la procédure d'urgence absolue utilisée car il n'y avait pas atteinte à la sûreté de l'État selon eux. De retour de Madrid, le ministre délégué à la sécurité, Robert Pandro, a confirmé ce matin la bonne entente franco-espagnole dans la lutte antiterroriste. Malgré les déclarations du chef du gouvernement espagnol, Felipe González, tous les liens ne sont pas coupés entre les indépendantistes basques et les autorités officielles de Madrid. Voyez l'enquête de Bruno Ledreff en Pays basque espagnol. C'est ici que vit Juan Feliceris, un homme d'affaires de 44 ans. Un homme chargé en 1985 d'établir des contacts entre le gouvernement espagnol et les indépendantistes basques de l'ETA militaire. Si sa mission avait réussi, on n'aurait peut-être jamais vu ces images. Des vies humaines auraient été épargnées. Depuis 1974, date de la fin de l'ère franquiste et de l'avènement de la démocratie en Espagne, l'ETA militaire a tué près de 600 personnes. L'ETA militaire exige le départ des troupes et de la police espagnole du Pays basque, ainsi que le droit à l'autodétermination du peuple basque. Dans les mains de cet homme, un calendrier de négociation proposé à l'ETA par le gouvernement espagnol. Mais quelques heures avant la première rencontre, le contact est coupé. À mon avis, c'est le ministre de l'Intérieur, Barrio Nuevo, qui a réussi à convaincre le gouvernement qu'il en finirait avec l'ETA en proposant d'une part des mesures de réinsertion sociale pour ceux qui abandonnent les armes et d'autre part un renforcement de la répression policière.
Ce qui, à mon avis, est une grosse erreur. Cela fait 25 ans qu'on entend les politiciens dire que c'est la fin de l'ETA et chaque fois les clandestins basques sont plus forts. Socialiste égale GAL, le parti au pouvoir comparé au groupe qui tue les réfugiés basques en France, un slogan des nationalistes basques. Ici, les manifestations rassemblent des milliers de personnes de tous âges appartenant à toutes les classes sociales. On y clame « Vive l'ETA militaire ». On y acclame ceux qu'à Madrid on appelle des terroristes, des assassins. Et toujours, les manifestations dégénèrent en violents affrontements. Ici, toute famille où l'on parle basque est un refuge potentiel pour les militants de l'ETA. Lors des dernières élections, les partis qui prônent la négociation avec l'ETA ont obtenu la majorité des voix. Mais les socialistes sont devenus la première force politique du Pays basque et pour ses représentants, il est hors de question de discuter avec les indépendantistes. Les terroristes ne veulent pas entendre parler de la démocratie. C'est pourquoi il est impossible de négocier avec eux, car cela reviendrait à abandonner le sort de la démocratie entre leurs mains. Cela voudrait dire que la démocratie n'a aucune valeur pour nous. On estime ici que le gouvernement espagnol n'aurait pas dû laisser la France expulser Tchomine vers le Gabon. C'était, dit-on, le seul dirigeant de l'ETA capable de négocier. Mais voilà, Tchomine est hors jeu, les nationalistes dans la rue, l'ETA dans la clandestinité. Depuis 25 ans, au Pays basque espagnol, la violence l'emporte sur le dialogue. Au lendemain de la reconstitution à Fontenay-sous-Bois des conditions de la mort du motard William Normand, abattu le 31 juillet d'une balle dans le dos, le policier, l'auteur du coup de feu, Éric Léniel, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il reste inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'association SOS Racisme a accusé aujourd'hui les autorités policières d'avoir organisé, après la mort de William Normand, une intoxication délibérée pour sortir la bavure policière du contexte général de la politique sécuritaire. SOS Racisme appelle à un rassemblement lors des obsèques de William Normand, vendredi. Réapparition de l'ingénieur ouest-allemand Ulrich Beck. Il avait disparu le 19 juin dernier à Honfleur, dans le Calvados. Sa disparition avait fait naître des hypothèses d'espionnage ou d'enlèvement romanesque. Les policiers ont écouté Ulrich Beck à Strasbourg pendant près d'une journée. Ils ont été étonnés par ses explications. Étonnés comme on peut l'être par un livre de série noire. Commentaire Michel Perrault. Mais où était donc passé Ulrich Beck? Ce soir-là, un lundi comme les autres, l'industriel venait tout juste de débarquer du train. Depuis quelques heures, il ne cessait de penser à elle, Françoise, son ex-femme. À peine arrivé, il décida de lui téléphoner. Oui, il était bien vivant. Les images de son incroyable histoire lui revenaient en mémoire. Il revoyait cette petite ville normande, Honfleur, dans cette chambre d'hôtel sur le port. Il avait espéré le repos, la détente, l'oubli. Et puis soudain le cauchemar. Ces hommes qu'il avait abordés à la terrasse d'un bar semblaient le menacer. Plus tard, dans la nuit, tout bascule. En tentant de leur échapper, il perd le contrôle de sa voiture, qui tombe dans l'avant-port. Tout s'enchaîne alors comme dans un mauvais roman policier. La fuite vers Deauville, puis Paris, Lisbonne, où il décide de passer quelques semaines incognito. C'est vrai qu'il était inquiet depuis quelque temps. À la tête de ses usines en Suisse et en France, près de Mulhouse, ses recherches avaient de quoi intéresser bien des services secrets. Notamment ce nouvel alliage résistant à de hautes températures pouvait avoir des utilisations stratégiques. À l'autre bout du fil, Françoise écoutait toujours. Elle lui conseilla alors de téléphoner à la police judiciaire de Strasbourg. Pourtant, le soir même, les enquêteurs semblaient l'entendre avec scepticisme. Ils parlaient d'affabulation, d'histoires rocambolesques, de fugue sentimentale même. Ulrich, lui, savait. Il préféra disparaître à nouveau quelques jours. Des femmes qui se battent pour le pouvoir, c'est le thème de l'enquête menée par Martine Laroche-Joubert et Bernard Puccesso. À l'exemple de Cory Aquino aux Philippines, qui a connu la bataille pour le pouvoir après l'assassinat de son mari, d'autres femmes qui s'opposent au régime en place dans leurs pays respectifs. Souvent, on les compare à Cory Aquino. Hier, première partie de cette enquête aux Philippines avec une femme, rappelez-vous, porte-parole du syndicat des ouvriers du sucre de l'île de Negros, une femme qui cherchait à concrétiser l'espoir né de l'arrivée à la présidence de Cory Aquino à Manille. Ce soir, deuxième reportage au Bangladesh. Deux femmes, l'une orpheline, l'autre veuve, qui s'opposent respectivement au président du Bangladesh, le général Ershad. Ces deux femmes rassemblent elles aussi des foules impressionnantes
de partisans. Général, les deux partis d'opposition sont dirigés par deux femmes. Qu'en pensez-vous? Je dois dire que c'est un signe de progrès. Le fait même que les deux partis d'opposition soient menés par des femmes montre que l'émancipation de la femme dans notre pays est un fait acquis. Un attentat, du sang en offrande, ce sang dont les taches marquent l'histoire politique du Bangladesh. La Begum Khaleda Zia, son mari, président, a été assassiné en 1981. Elle continue sa lutte et ses partisans sont dans la rue pour conspuer le général Ershad. Elle l'accuse d'avoir profité de ce meurtre pour s'emparer du pouvoir. Une bourgeoise bengali de 45 ans qui... Des femmes qui se battent pour le pouvoir, c'est le thème de l'enquête menée par Martine Laroche-Joubert et Bernard Pucessot. À l'exemple de Cory Aquino aux Philippines, qui a connu la bataille pour le pouvoir après l'assassinat de son mari, d'autres femmes qui s'opposent au régime en place dans leurs pays respectifs. Souvent, on les compare à Cory Aquino. Hier, première partie de cette enquête aux Philippines avec une femme, rappelez-vous, porte-parole du syndicat des ouvriers du sucre de l'île de Negros, une femme qui cherchait à concrétiser l'espoir né de l'arrivée à la présidence de Cory Aquino à Manille. Ce soir, deuxième reportage au Bangladesh. Deux femmes, l'une orpheline, l'autre veuve, qui s'opposent respectivement au président du Bangladesh, le général Ershad. Ces deux femmes rassemblent elles aussi des foules impressionnantes de partisans. Général, les deux partis d'opposition sont dirigés par deux femmes. Qu'en pensez-vous? Je dois dire que c'est un signe de progrès. Le fait même que les deux partis d'opposition soient menés par des femmes montre que l'émancipation de la femme dans notre pays est un fait acquis. Un attentat, du sang en offrande, ce sang dont les taches marquent l'histoire politique du Bangladesh. La Begum Khaleda Zia, son mari, président, a été assassiné en 1981. Elle continue sa lutte et ses partisans sont dans la rue pour conspuer le général Ershad. Elle l'accuse d'avoir profité de ce meurtre pour s'emparer du pouvoir. Une bourgeoise bengali de 45 ans, qui n'avait jamais fait de politique, scande aujourd'hui des slogans en tête des manifestations. Elle fonde même un parti, soutenu, dit-elle, par une fraction de l'armée, devient le pire ennemi du général Ershad, et ce, en mémoire de son mari. Le général Ershad a détruit notre système démocratique. Il est le seul responsable. Sous ces 4 ans de loi martiale, la corruption, le marché noir, la hausse des prix, le chômage ont battu tous les records. Notre économie est complètement ruinée. Rival de la Begum, seconde idole du Bangladesh, Sheikh Hasina, 32 ans. La fille unique de Mujibur Rahman, le père de la nation, celui qui a conduit le Bangladesh à l'indépendance en 1971. Des impacts, du sang. Il a été assassiné ici avec sa femme et ses 3 fils, un carnage, 27 personnes tuées. Hasina était à l'étranger. Je veux sacrifier ma vie pour ma nation, pour mon peuple. Je ne me bats pas pour le pouvoir. Je me bats pour le droit des gens. Je veux que, dans ce pays, ces tueries, ces conspirations cessent.
Je crois qu'une femme peut donner davantage à la nation, qu'elle peut davantage aider le peuple qu'un homme. Nous sommes des mères, il ne faut pas qu'on l'oublie. 2 femmes dirigent les 2 principaux partis d'opposition. Comment expliquez-vous ça? Peut-être que les hommes n'ont pas trouvé d'autres hommes pour les mener. Et c'est pour ça qu'on est là. Comme d'habitude, c'est la faute des hommes. Avant qu'Azina n'entre en scène, c'est encore une femme qui harangue la foule. Une manifestation énorme pour la réouverture du Parlement afin de réclamer l'abolition de la loi martiale. Un succès pour Azina qui, ce jour-là, s'est sentie digne de son père. Révolte sous la mousson. Un Bangladesh sous une loi martiale qui laisse tout de même place à ces manifestations d'opposants et qui nous a permis de les filmer sans entrave. Le général Ershad a promis des élections présidentielles en octobre. Il se retrouvera face à l'orpheline, Azina, dont le cœur penche à gauche, face à la veuve, Khaleda, soutenue par une certaine droite, Ershad, un général président qui ne pourra s'endormir tranquille dans son palais tant qu'il y aura des femmes. Demain, 3e reportage au Pakistan avec la fille d'Ali Bhutto, Benazir Bhutto. Invasion dramatique en Afrique, principalement au Tchad, de criquets et de rats. L'ampleur des destructions est telle, 30 à 60% des récoltes seraient compromises, que le Tchad a fait appel à l'aide internationale. Les Nations Unies et l'OUA ont débloqué plusieurs centaines de milliers de dollars, ainsi que la communauté européenne. Le ministre de la Coopération, M. Aurillac, a annoncé qu'il accordait une aide supplémentaire aux pays africains touchés par l'invasion de criquets. Des criquets comme celui-ci, que je tiens dans ma main. Je vais essayer de voir qu'il ne s'en aille pas. Voilà. Vous voyez, un criquet comme celui-ci, c'est un criquet pèlerin. Criquet pèlerin, il y en a des milliards qui ravagent le Tchad. Et Patrick Esther et Maryse Richard se sont rendus dans un organisme de recherche spécialisé dans le combat de ces bestioles. C'est à Montpellier. On les avait oubliés. Après 15 années de sécheresse, les pluies de 1985 les ont réveillés. Ils commencent à pulluler. Ces milliards de criquets vont ravager les plantations africaines. Imaginez un essaim d'une centaine de tonnes. Cet essaim va dévorer chaque jour 100 tonnes de végétation. On imagine bien que des oasis peuvent disparaître du jour au lendemain. Est-ce qu'on peut craindre une nouvelle famine en Afrique cette année? Une nouvelle famine, peut-être pas, mais un recul de l'espoir d'autosuffisance alimentaire, c'est très possible. En effet, en 1975, et déjà par la faute des criquets, le Sahel a perdu l'équivalent de 400 000 tonnes de céréales. C'est donc un prélèvement important, surtout qu'il s'agit de plantes vivrières, c'est-à-dire des plantes qui passent dans l'assiette des Sahéliens. Je proposais qu'on vérifie un petit peu... Michel Launois dirige ici à Montpellier un véritable commando de choc. Son but, détruire les essaims de criquets au moindre coût financier. 7 scientifiques, 3 techniciens, une sorte de bureau d'études qui accumule une masse considérable de connaissances. Cela, afin d'organiser au moment propice sur l'ensemble du continent africain la lutte la plus efficace possible. On dispose d'une chance d'intervention en septembre-octobre, et ceci avec des moyens de lutte proportionnés à l'ampleur du fléau. Alors nous nous attachons à réunir des moyens aériens, c'est-à-dire des pilotes, des avions, et également à voir comment satisfaire aux contraintes du travail aérien, c'est-à-dire à la création de pistes, à la dotation en carburant, en pesticides. Et ceci, naturellement, ce n'est pas une initiative isolée, c'est fait en étroite coopération avec tous les pays du Sahel et la FAO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ces dernières années, le PRIFAS de Montpellier a formé plusieurs centaines de stagiaires africains. Depuis 3 mois, 13 800 fiches d'information ont été expédiées par avion aux paysans du Sahel. Ces fiches, une fois remplies par les Africains, sont retournées en France. Leurs informations permettent, avec l'aide de l'informatique, de dresser des cartes indiquant les lieux à traiter aux insecticides en priorité.
Dans cette région, située entre le Mali et le Niger, couleur orange égale danger. C'est là que la prolifération a le plus de risques de se produire. Pour la France de demain, la météo, Brigitte Semeneta. Oui, et puis vous savez, on a toujours l'habitude de dire que le bonheur des uns fait le malheur des autres, et en ce moment, en météo, cela se vérifie tous les jours. Alors, soleil est synonyme de sourire pour les vacanciers, soleil est synonyme de soupir, voire de désolation pour les agriculteurs. Soleil, sécheresse, nous n'en sortirons pas, en tout cas pas demain, et pourtant, sur la photo satellite, il y a une perturbation. Elle est belle, nette, très bien dessinée. Des nuages, aujourd'hui, ont touché le Finistère où ils ont donné un peu de pluie. Mais le problème, c'est que lorsque ces nuages arrivent à l'intérieur du pays, ils se heurtent à un anticyclone, un champ de pression extrêmement élevé, ils perdent leur activité. C'est ce qui va se passer demain. Ils ne donnent plus de précipitations. Résultat, sur la carte de demain, même si les passages nuageux sont plus nombreux, ce sera du beau temps, surtout sur le quart sud-est, et la tramontane se lèvera sur le Roussillon. Cette perturbation a l'avantage tout de même de canaliser un air un tout petit peu plus frais. C'est pourquoi les températures seront en légère baisse, surtout sur la moitié nord, de 18 à 29 degrés sur cette moitié nord, et de 22 à 33 degrés sur la moitié sud. Demain, ce sera le jeudi 7 août. Le soleil se lèvera à 6h33, se couchera à 21h19, 2 minutes de moins de soleil, et ce sera la Saint-Gaëtan. Le dernier journal de la rédaction Antenne 2 sera à 23h30 avec Bernard Pradino. À demain 20h. Bonsoir, merci.